Les personnes les plus compétentes du monde en intelligence artificielle, à quelques exceptions près, pensent que l'humanité court des risques catastrophiques en ce moment. Luc Julia, qui a surfé depuis des années dans les médias sur le fait qu'il aurait fondé Siri, ne serait pas le fondateur de Siri. C'est quand même incroyable d'imaginer que ça fait environ 5 à 7 ans que cette personne va faire des conférences en se présentant comme co-créateur de Siri. Il se trouve que c'est pas du tout le cas. Que Luc Julia pourrait être, je parle au conditionnel, le Didier Raoult de l'intelligence artificielle. Je pense que vraiment, si les rassuristes ont tort, alors ce qu'ils sont en train de faire est extrêmement dangereux. Depuis plusieurs années, Luc Julia occupe toute la place dans le débat public sur l'intelligence artificielle. Il est fondateur autoproclamé de Siri. Il est également administrateur de Radio France. Il est surnommé parfois le pape de l'intelligence artificielle. Il était représentant de la France au sommet de l'intelligence artificielle en février dernier et il passe son temps à dire dans les médias que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. C'est ça son cheval de bataille. Alors évidemment, il est reconnu par les journalistes, il est reconnu par un certain nombre de personnes, au point qu'on l'appelle le pape de l'IA, mais pour autant, pour d'autres, ses propos commencent à déranger, notamment depuis la démocratisation de ChatGPT en novembre 2022, parce que certains considèrent que c'est un mélange d'exagération, d'inexactitude, de contre-vérité qui brouille un peu la vérité et les vrais enjeux sur l'intelligence artificielle dans le débat public. Et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques semaines, chers amis, une vidéo exceptionnelle est sortie de Monsieur Phi sur YouTube qui dépasse désormais plus de 300 000 vues, qui a mené l'enquête sur Luc Julia. C'est vraiment le feuilleton de cet été, voilà. Et les conclusions sont atterrantes pour Luc Julia, et on va y revenir aujourd'hui dans Esprit IA. Non seulement on va revenir sur toutes les accusations qui sont en cours sur Luc Julia, mais également on va parler de son livre qui vient de sortir en mai 2025, IA générative, IA générative, pas créative, et vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à dire et à démystifier dans ce livre. Aujourd'hui dans Esprit IA, pour ce clash, j'ai la chance d'accueillir avec moi quelqu'un qui a débattu récemment avec Luc Julia. Et d'ailleurs, j'estime qu'il a gagné le débat et je ne suis pas le seul à l'estimer. Et j'ai l'honneur, pour l'occasion, de recevoir Maxime. Salut Maxime, comment tu vas ? Salut, ça va très bien et toi ? Écoute, je suis très content de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. C'est vrai que tu fais beaucoup parler de toi ces derniers temps parce que tu sensibilises vachement sur les risques existentiels de l'intelligence artificielle. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de notre ami Luc Julia, est-ce que tu veux présenter un petit peu plus ton initiative ? Oui, alors j'ai cofondé une association qui s'appelle POSIA et on essaye de sensibiliser le grand public sur les dangers catastrophiques de l'intelligence artificielle à court terme parce que ils existent et la plupart des gens, même si la plupart des gens sont au courant, ils ne se rendent pas compte de l'urgence. Et notre but, c'est vraiment de faire ce travail de sensibilisation et éventuellement d'appeler à un moratoire international pour une pause dans le développement des intelligences artificielles générales. Alors, chers amis, on avait déjà fait une émission notamment avec le futurologue pour parler des risques existentiels de l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Et dites-nous si vous souhaitez qu'on réinvite Maxime pour une émission dédiée justement à ce sujet de la pause de l'intelligence artificielle. Maxime, très récemment, il y a quelques mois, tu as débattu directement avec Luc Julia. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire un peu ce débat ? Pourquoi tu avais envie de débattre justement avec Luc Julia ? Parce que je crois vraiment que le débat rationnel, c'est une façon de faire progresser l'opinion publique, de faire progresser en général l'épistémologie humaine, c'est-à-dire la connaissance et la compréhension du monde qui nous entoure. Du coup, je suis toujours ouvert pour débattre toute personne qui n'est pas d'accord avec moi. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on progresse. Et moi aussi, je veux progresser dans ma compréhension du sujet. Depuis que je fais ça, j'aimerais vraiment me convaincre qu'il n'y a pas de danger catastrophique à court terme. Ce serait idéal, je pourrais juste retourner tranquillement faire mes IA et ne plus avoir à me préoccuper de ça. Donc voilà, Luc Julia, je connaissais pas vraiment le personnage, mais je savais qu'il faisait partie ce que j'appelle les rassuristes.
Donc je voulais voir s'il avait des arguments sérieux à avancer. Alors justement, qu'est-ce qui, pour toi, caractérise ce que tu appelles un rassuriste, ce que moi j'appelle, avec d'autres d'ailleurs, un dénialiste, voilà, qu'est-ce qui caractérise pour toi Alors, rassuriste, je dirais, c'est pas forcément un dénialiste, c'est juste quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de danger, qu'on peut continuer à investir à fond dans l'IA et que tout va très bien se passer. Je dirais c'est la thèse, c'est-à-dire que voilà, la thèse des rassuristes, c'est il n'y a pas de danger, calmez-vous, tout va très bien se passer. Bon. Après, cette thèse peut être soutenue par des arguments solides ou pas. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est pas juste de donner son opinion sans aucun argument. Bah écoute, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout au long de l'émission parce qu'effectivement, et notamment dans son livre, Luc Julia passe son temps à nous rappeler à quel point l'IA est un outil, l'IA n'est pas intelligente, l'IA elle est totalement maîtrisée, vous allez voir à quel point il va loin, notamment dans ses livres. Et en fait, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème parce que en fait, ça empêche aux personnes de la société civile qui écoutent notamment les débats, les émissions dans les médias sur l'intelligence artificielle, quand ils sont confrontés à un expert, au pape de l'intelligence artificielle en France qui dit ce genre de débat, qui dit ce genre de propos, ça les rassure dans le fait que l'IA ne va pas avoir d'impact sur eux dans la vie de tous les jours et dans l'avenir. Donc en fait, ça les empêche de se préparer, notamment un certain nombre d'emplois qui commencent à être détruits. On parle des copywriters, on parle des traducteurs, etc., etc. Et en fait, ça les empêche d'anticiper les conséquences que l'intelligence artificielle pourrait avoir sur la société de demain. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Je pense que vraiment, si les rassuristes ont tort, alors ce qu'ils sont en train de faire est extrêmement dangereux. Donc, à minima, ils devraient prendre la question vraiment au sérieux et essayer de vérifier s'ils ont des arguments, vraiment, je reviens toujours à ça, mais des arguments solides. Parce que disons que nous, on est tort. Ok, ce ne serait pas très grave, donc on peut continuer à faire notre travail en espérant qu'on ait tort. Par contre, si eux, ils ont tort, on est très très mal. Parce que le domaine de la sécurité de l'IA, leur thèse, qui est le consensus dans ce domaine de recherche depuis longtemps maintenant, c'est qu'on court des risques catastrophiques à court terme. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu immense. Et si quelqu'un se mettait à propager des idées rassuristes juste comme ça pour le fun ou sans argument, ce serait extrêmement malhonnête de sa part et extrêmement dangereux. Et ça aurait des conséquences très graves pour l'entièreté de notre civilisation. C'est ce que tu disais dans le débat, justement. C'est qu'on a des prix Turing aujourd'hui qui sont des équivalents de prix Nobel, comme Yoshua Bengio, comme Geoffrey Hinton, qui sont très reconnus dans le monde international et notamment américain sur l'intelligence artificielle, qui alertent justement sur les risques existentiels de l'intelligence artificielle. Alors ça ne veut pas dire que ça va forcément se passer, mais ça veut dire que ce sujet, il doit quand même être mis sur la table. Et en fait, on ne peut pas simplement balayer d'un revers de la main ces sujets en disant ces sujets n'existent pas. Et comme Luc Julia le dit, un tel ou un tel a pété une durite alors que ce sont des prix Turing sur le sujet. Oui, il faut bien comprendre que les personnes les plus compétentes du monde en intelligence artificielle, à quelques exceptions près, pensent que l'humanité court des risques catastrophiques en ce moment. Et je compte pas, évidemment, Luc Julia dans ces personnes-là. on pourra parler de pourquoi. Ça, c'est gratuit. Je te le laisse pour toi, Maxime. Moi, j'ai envie de te poser une question. C'est pourquoi ce discours, l'IA n'est pas intelligente, l'IA est quelque chose de totalement maîtrisé, l'IA ne va pas avoir d'impact révolutionnaire sur la société. Pourquoi ça séduit autant la classe politico-médiatique en France, alors qu'on a l'impression que c'est un discours qui est totalement à contre-courant des enjeux aujourd'hui qu'il y a entre les États-Unis et la Chine notamment, qui font une vraie course à l'intelligence artificielle? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, les discours rassuristes, à la base, c'est un discours qui va marcher extrêmement bien parce que les gens ont besoin d'être rassurés, surtout quand on est face à potentiellement des risques immenses. Mais je pense plus spécifiquement, dans ce cas-là, il y a peut-être le fait que la France est quand même bien en retard et du coup n'est pas vraiment dans cette course. Donc ça peut plaire à certaines personnes de se dire « Ah, mais de toute façon, c'est une course qui ne sert à rien, donc c'est pas très grave qu'on soit pas dedans. » Moi, personnellement, ça me pose pas trop de problème qu'on soit pas dedans, étant donné que je considère que c'est une course au suicide. Mais il y a cet aspect-là, et l'autre aspect, c'est juste l'aspect rassuriste standard. Ça permet à Macron, par exemple, de justifier des investissements massifs en IA si ses conseillers lui disent « Vous en faites pas, il n'y a pas de risque ». Donc c'est un discours qui est toujours très bon à entendre.
Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est, je vais le dire aux auditeurs, en toute humilité, je pensais jusqu'à peu, que ce discours-là n'était tenu qu'en France, que des Luc Julia, on n'en avait qu'en France. Et en fait, cet été, je suis parti à Boston et j'ai pu visiter notamment Harvard. Et je suis parti dans une des bibliothèques d'Harvard et notamment dans une librairie où on pouvait acheter un certain nombre de livres. Et évidemment, comme c'est un peu le sujet du moment, l'intelligence artificielle, il y avait des dizaines et des dizaines de livres qui étaient vendus. Et en fait, j'ai pu me rendre compte que même aux États-Unis, en fait, il y a quand même un courant de pensée qui considère qu'il y a une sorte de hype de l'intelligence artificielle et qu'en fait, on va vite en retomber et que c'est beaucoup de marketing pour pas grand-chose et qu'en fait, l'IA est un outil qui est bien maîtrisé, qui n'est pas intelligent. Et d'ailleurs, on avait eu ce papier, il me semble, d'Apple qui s'appelle The Illusion of Thinking, qui relativisait vachement en fait les capacités de raisonnement de l'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Bon, je pourrais pas parler de ce papier en particulier parce que je m'en souviens plus, malheureusement, parce que je l'avais regardé, je me souviens qu'il avait beaucoup de problèmes qui avaient été pointés du doigt, mais je pourrais pas en parler. Par contre, si on prend un des tenants de cette thèse selon laquelle les intelligences artificielles vont arrêter de s'améliorer bientôt, ce serait Gary Marcus. Et j'ai quand même beaucoup plus de respect pour Gary Marcus parce qu'il a certains arguments qui sont solides. Même si je ne suis pas d'accord avec ses arguments, au moins il y a une logique et ça se tient. Je pense qu'il y a peut-être moins de 10% de chances qu'il ait raison, mais au moins il fait l'effort d'avoir une démarche intellectuelle. Ce qui n'est pas le cas de Luc Julia, par exemple. Après, je ne suis pas au courant d'autres personnes comme Gary Marcus qui ont un discours relativement argumenté qui va dans cette direction. Mais, Je vous mettrai peut-être en post-production. D'ailleurs, laissez un pouce bleu pour le montage, chers amis. Abonnez-vous aussi pour ceux qui connaissent pas la chaîne. On sort des vidéos très régulièrement sur Espria. On aura beaucoup d'émissions dans la même veine. Je mettrai en post-production une photo du livre que j'avais vu notamment aux États-Unis, que j'avais eu l'occasion de lire, qui était un peu dans le même courant de pensée. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a ce courant de pensée qui est vraiment infinitésimal, mais qui considère à contre-courant, et bien que l'IA n'est pas intelligente. Et c'est vrai que ça fait poser beaucoup de questions. Et tout ça est crédité en France par le fait que Luc Julia a cette image, justement, et là je fais la transition, de cofondateur de Siri. Alors, sur son livre, il y a écrit co-créateur de Siri. Alors, vous verrez, il y a peut-être une petite subtilité, on en parlera. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a la vidéo de Monsieur Phi qui est tombée il y a quelques semaines et qui révèle quelque chose. C'est qu'a priori, Luc Julia, qui a surfé depuis des années et des années dans les médias sur le fait qu'il aurait fondé Siri, ne serait pas le fondateur de Siri. Il ne serait arrivé à Apple qu'après le lancement de Siri. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, Maxime? Est-ce que tu as suivi un peu ce débat? Est-ce que tu peux nous le contextualiser? Oui, en gros, pour contextualiser, faut bien comprendre que Luc Julia, son claim for fame, comment on dit en français, sa raison pour être médiatique, ce qu'il a propulsé sur les plateaux de télé, etc., c'est ça, c'est le fait qu'il se proclame comme étant le cofondateur, co-créateur, parfois juste créateur ou inventeur de Siri. Et on aime bien ça en France, on aime bien avoir quelqu'un qui est français et qui a fait un truc célèbre dans la Silicon Valley. Ça crée tout un narratif autour de lui. Le problème, c'est que c'est faux. Le problème, c'est que, voilà, on s'est rendu compte récemment, c'est quand même incroyable d'imaginer que ça fait environ 5 à 7 ans que cette personne va faire des conférences en se présentant comme co-créateur de Siri, qu'il se trouve que c'est pas du tout le cas. Et ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Phi a fait le travail d'investigation. Il se trouve qu'il n'était mentionné nulle part sur la page Wikipédia de Siri, que quand on regarde son profil LinkedIn, on se rend compte que c'est pas possible parce qu'il travaillait pas chez Apple à ce moment-là, etc. Et on a eu la réponse finale récemment, puisqu'on a demandé au vrai cofondateur de Siri, est-ce que Luc Julia est cofondateur de Siri? Et la réponse est universellement non. J'ai même les citations ici. Donc alors les 3 cofondateurs qui s'appellent Adam Scheyer, Dag Gitlaus et Tom Gruber. C'est ça. Donc Adam Scheyer, qui est un bon ami de Luc Julia. En fait, il se trouve qu'ils avaient travaillé ensemble une quinzaine d'années avant le développement de Siri sur d'autres projets. Et en gros, l'explication de Luc Julia, c'est à ce moment-là, 15 ans avant, on a bossé sur un truc similaire à Siri et j'ai les brevets centraux de Siri, c'est moi qui les ai écrits. C'est d'ailleurs écrit sur son site web.
peut-être qu'il aura changé depuis, mais en tout cas, c'était le cas. Du coup, il y a cette question, c'est est-ce que c'est vraiment lui qui a les brevets de Siri, sachant qu'il ne travaillait pas chez Apple quand Siri a été fait, etc. Et du coup, on peut demander au vrai cofondateur. Donc, Tom Gruber a répondu « J'ai écrit les brevets pour Siri. Luc n'était sur aucun d'entre eux. Lui et Adam ont travaillé avant dans quelque chose de différent qui n'avait rien à voir avec Siri. Et Luc n'a rien à voir avec la création de Siri. » Ensuite, on a Doug Kitlos, un des deuxième cofondateur, qui a dit Luc n'était définitivement pas un co-créateur de Siri. Ça suffira pour lui. Et Adam Cheyer, qui est généralement considéré comme le vrai créateur de Siri et qui est l'ami de Luc Julia, a lui aussi dit qu'il a en gros travaillé sur des brevets dans le domaine général, mais pas ceux qui étaient en lien avec Siri. Un peu plus tard, il est revenu quand il a vu qu'il y avait une controverse sur son ami. Il a un peu édulcoré les choses en disant oui, étant donné qu'il a travaillé sur des technologies similaires, on peut considérer que c'est l'un des co-créateurs au même titre que les milliers d'autres personnes qui ont travaillé sur Siri. Et il a bien reconfirmé que les brevets qu'il avait n'étaient pas ceux liés à Siri. Mais c'est complètement fou, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais Luc Julia, je le rappelle, il est administrateur de Radio France. Luc Julia, il a représenté la France au sommet de l'intelligence artificielle à Paris. Il était partout dans les médias. Il est sans arrêt invité sur BFM, Tech & Co, etc. Luc Julia, il est DSI de Renault. Luc Julia, il est décoré de la Légion d'honneur pour sa co-création de Siri. Et en fait, on se rend compte de quoi ? Que Luc Julia pourrait être, je parle au conditionnel, le Didier Raoult de l'intelligence artificielle, le Stéphane Bourgoin de l'intelligence artificielle, ce serait Luc Julia. Vous vous rendez compte, les amis ? Alors moi, j'ai envie de te poser la question, Maxime. Dans quel intérêt il aurait menti toutes ces années ? Est-ce que c'était pour passer dans les médias ? Est-ce que c'était pour véhiculer un discours qui est un discours rassuriste, justement, comme tu disais, sur l'intelligence artificielle ? Parce que, mine de rien, ce qu'on peut dire quand même, au crédit de Luc Julia, c'est qu'il a travaillé sur des technologies d'intelligence artificielle qui ne sont pas des technologies de deep learning, qui ne sont pas des technologies d'IA générative. Ça, c'est certain. D'ailleurs, on le verra dans son livre, il n'y comprend rien. Il n'y comprend rien, on va y revenir. Mais pour le coup, il a travaillé sur ce qu'on appelle les systèmes experts, etc. Donc tout ce qui a inspiré la suite. Et là, il a une vraie expertise sur le sujet. Oui, c'est quand même bien de préciser ça. Je pense que c'est pas comme si c'était quelqu'un qui n'avait aucune expertise dans quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a travaillé sur l'IA à l'ancienne. Je dirais pas que les systèmes experts, c'est ce qui a inspiré le deep learning. Je pense que c'est vraiment deux branches assez différentes. Mais ouais, voilà, les systèmes experts, ça n'a vraiment rien à voir avec l'IA moderne. C'est de la programmation classique, plus un système de règles, etc. Mais ça n'a vraiment rien à voir. Sur la question de ses intentions, je n'en sais rien, parce que je ne suis pas dans sa tête, donc je ne peux pas vraiment répondre. Et aussi, quand on parle de mensonge, il y a une intention derrière. Et comme je ne suis pas dans sa tête, je ne peux pas savoir si c'est un mensonge ou c'est peut-être que c'est par erreur que, sans faire exprès, il s'est trompé dans son CV, et puis ça s'est emballé. Il s'est retrouvé sur des plateaux de télé où les gens le présentaient comme le créateur de Siri, et puis au bout d'un moment, il s'est dit on continue. Je ne sais pas, j'en sais vraiment rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très pratique pour lui de pouvoir faire 150 conférences par an. Ça aide pas mal pour sa carrière de se faire présenter comme ça. C'est aussi assez amusant de voir qu'on est tellement dans une bulle en France, franco-française, que les gens, en fait, il faut bien comprendre que dans le reste du monde, personne n'a entendu parler de Luc Julia. Quand je parle à mes amis qui sont à Londres, même mes amis français qui sont à Londres, qui travaillent dans l'intelligence artificielle, ils sont Luc Julia, non mais qui est cette personne Et pourtant, ils trustent les places en France sur les plateaux télé, parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres experts qui passent à la télé pour parler de ces sujets d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est très peu démocratisé à la télé, alors que pourtant, il a des enjeux mais sociétaux qui sont immenses, quoi. Mais malheureusement, ce qui compte plus pour passer à la télé, ça va être la présentation de la personne. C'est quelqu'un qui il a une expertise en IA à l'ancienne. C'est aussi quelqu'un qui a une expertise en raconter des histoires. Faut quand même voir qu'il est très très bon. Les conférences de Luc Julia, j'en ai regardé qu'une seule parce que
c'est difficile quand même de regarder ça quand on s'y connaît en deep learning. Ça, on prend tellement de coups les uns après les autres. Mais en termes juste de présentation, d'histoire, il a une sacrée prestance. Enfin, c'est un peu un comédien né, Luc Julia. Donc, bon, voilà, j'ai un peu éludé la question. Je ne veux pas me prononcer sur est-ce que c'est un mensonge ou pas, parce qu'il peut se passer vraiment des choses dans la vie où un journaliste commence à dire ça et puis on se retrouve bloqué dans une boucle après. Mais bon, en tout cas, vous aurez bientôt le fin mot de l'histoire, à mon avis, sur cette question de est-ce que Luc a cofondé, co-créé Siri. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que à l'instant T, c'est-à-dire en septembre 2025, la chaîne Wikipédia de Luc Julia a été modifiée et prend en compte maintenant les accusations qui ont été faites par Monsieur Phi et crédite tout ça avec les propos qu'on vous a dit des vrais fondateurs de Siri, qui disent que Luc Julia n'a pas fondé Siri. Donc c'est quand même assez dingue, voilà. Et du coup, ça nous permet de mieux comprendre pourquoi son livre, IA générative, pas créative, dit plein de conneries. En fait, j'ai envie de te couper, de dire que même s'il avait cofondé Siri, Siri, ça n'a vraiment rien à voir avec l'intelligence artificielle moderne. Donc ça aurait pu quand même être un très mauvais livre, même s'il avait... Oui. Alors, tiens, d'ailleurs, il y a Siri sur l'iPad qui vient de s'activer. Comme quoi ça marche. Comme quoi ça marche. Et donc, en réalité, dans son livre, on le voit, en fait, la façon que Luc Julia a d'aborder les sujets et de dire des idées arrêtées sur un sujet sans jamais démontrer, sans jamais prouver. Dans ce livre, vous n'avez aucune note de bas de page. Vous n'avez aucune citation, vous n'avez quasi aucun chiffre, quasi aucune démonstration, quasi aucune citation d'études scientifiques. Il y en a peut-être une, on en parlera tout à l'heure parce qu'elle fait débat justement. Et donc en fait, tout ça n'est appuyé par aucune thèse. Et en fait, c'est juste des idées arrêtées sur l'intelligence artificielle générative. Et donc, on va balayer un peu quelques sujets, moi, que j'ai identifiés dans le livre et qui permettent de montrer qu'en fait, l'expertise de Luc Julia, on n'arrive pas à la retrouver dans ce bouquin. Parce que justement, en fait, il donne des avis à l'emporte-pièce qui ne sont pas du tout prouvés et qui sont en fait totalement déconnectés de la réalité. On peut commencer par un premier sujet, c'est le sujet de l'intelligence artificielle qui est embarquée dans les voitures. Tu le sais, le sujet des voitures autonomes, c'est un sujet qui n'est plus aujourd'hui de la science-fiction, c'est un sujet qui commence à avoir lieu. Et Luc Julia nous dit, en 2014, Elon Musk disait qu'on aurait des voitures autonomes. C'était il y a plus de 10 ans et on voit bien qu'aujourd'hui, les voitures ne sont toujours pas autonomes. J'ai d'ailleurs un scoop que je vais partager avec vous. En général, quand on parle de voiture autonome, on parle de la voiture autonome dite de niveau 5, c'est-à-dire la voiture complètement automatique qui va d'un point A à un point B sans avoir écrasé qui que ce soit sur le trajet, qui est capable de se tirer de n'importe quelle situation. Non seulement la prophétie d'Elon Musk ne s'est pas réalisée, mais quand on regarde par exemple les Tesla aujourd'hui en 2025, on constate qu'elles sont plus proches d'un niveau inférieur. Mon scoop donc, c'est qu'on est très loin du niveau 5, mais surtout qu'on n'y arrivera certainement jamais. Mais comment on peut dire des trucs aussi déconnectés de la réalité ? Aujourd'hui, je rappelle, on en a parlé dans l'émission avec Alexandre Tsikopoulos, que je vous invite à regarder. Il y a déjà plus de 400 voitures autonomes qui sont déployées à San Francisco et qui fonctionnent. Donc, quand on arrivera à lever les barrières réglementaires en Europe, quand on arrivera à industrialiser les process de voitures autonomes, et que le coût de production baissera, et que les risques baisseront avec l'évolution technologique, il n'y a aucune raison que ça ne se déploie pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Maxime ? Moi, je pense que c'est vraiment incroyable de se dire que le directeur scientifique de chez Renault n'est pas au courant que les voitures autonomes de niveau 4 existent depuis 2018. Parce que, il en parle un peu plus tard dans le livre, mais il dit que ça n'arrivera jamais au niveau 5. Après... moi, je ne pense pas que ça arrivera jamais au niveau 5. Je pense que les voitures autonomes qui sont en ce moment au niveau 4 sont largement au niveau 4 et peuvent être déployées déjà dans beaucoup d'autres villes. Le vrai problème en ce moment avec les voitures autonomes, c'est la réglementation. C'est plus vraiment les capacités des voitures. C'est juste que c'est compliqué d'un point de vue légal d'autoriser des voitures à se déplacer de façon autonome sans conducteur. Si jamais il y a un problème, qui est responsable ? Mais... oui, c'est quand même incroyable de tenir ce discours quand on est directeur scientifique de chez Renault. J'en reviens toujours pas. Et vraiment, ça ne m'étonne pas que la France soit autant en retard dans ce domaine-là quand on a une personne aussi influente
Et j'étais assez surpris de voir qu'en France, il y a vraiment peu de gens qui sont au courant que les voitures autonomes existent déjà depuis longtemps. Et je pense que ça, c'est une des explications. C'est-à-dire, si on a quelqu'un qui fait des millions de vues en expliquant que les voitures autonomes n'existeront jamais, ça tient la population dans un état de désinformation. J'explique un peu la théorie de Luc Julia dans le livre. Sa théorie, c'est de dire qu'une voiture autonome ne fonctionnera jamais parce qu'en fait, lui, ce qu'il considère, c'est que l'intelligence artificielle, elle se base que sur les données qu'elle a apprises et qu'elle n'a pas de capacité d'adaptation. Qu'en fait, elle est toujours obligée, dans ses réactions, dans sa manière avec laquelle elle va inférer, se comporter, de se baser sur quelque chose qui précédemment a déjà été fait et qui fait partie de ces données. C'est la raison pour laquelle il donne un exemple sur les voitures autonomes où il nous dit, eh bien, il y a eu un test sur les voitures autonomes. À un moment, il y a une voiture qui s'est arrêtée d'un coup et on n'a pas su pourquoi. Parce qu'il n'y avait aucune raison du code de la route qui expliquait pourquoi elle s'arrêtait. Et en fait, la raison, c'est qu'il y avait une personne qui marchait sur le côté de la route et qui tenait dans sa main un panneau stop. Et en fait, la voiture a considéré que le panneau stop lui demandait de s'arrêter. Alors qu'en fait, c'était pas un panneau stop qui était planté en terre, c'était juste quelqu'un qui te... Et en fait, c'était un scénario que la machine ne pouvait pas anticiper. Et donc, du coup, la voiture autonome a décidé de s'arrêter. Et donc, pour Luc Julia, c'est bien la preuve qu'il y aura toujours un scénario inattendu et que l'intelligence artificielle ne saura pas réagir à ce scénario et que c'est la raison pour laquelle on n'aura jamais d'intelligence artificielle intelligente. Mais en fait, ce qu'il ne comprend pas, Luc, c'est que plus ces scénarios vont se produire, plus la base de données de la machine va s'entraîner et plus les probabilités de chance qu'un scénario imprévu arrive vont se réduire, surtout avec la multiplication des données aujourd'hui. Donc ce scénario, déjà aujourd'hui, la machine est déjà en mesure de comprendre qu'il ne fallait pas s'arrêter au stop. Oui, et c'est un peu... C'est sûr que si on crée des situations étranges, ça poserait problème aussi pour des humains. Il faut bien comprendre que quand on conduit sur la route et qu'il se passe un truc très étrange à côté de nous, on risque de se comporter d'une manière qui n'est pas optimale et on risque d'avoir un accident. Bon, avec l'intelligence artificielle, c'est pareil. Et je pense que sur cet exemple spécifique de la personne qui tient un panneau stop, je pense que c'est plutôt une bonne idée que la voiture s'arrête parce que je veux dire, même moi, en tant qu'humain, j'hésiterais un petit peu. Ça dépend comment l'humain est habillé. Ça pourrait être un agent il pourrait y avoir des travaux, quelque chose. Enfin, en tout cas, ça créerait un doute dans ma tête. Je me dirais, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de tenir un panneau stop ? Mais vraiment, à partir du moment où on a des IA de plus en plus générales, c'est là où on commence à résoudre ce genre de problème. C'est-à-dire que tant qu'on a des voitures autonomes qui sont vraiment entraînées que sur des scénarios fictifs, on les entraînait pas mal sur des jeux vidéo à une époque, où les choses qui se produisent sont très standardisées et elles n'ont pas une compréhension du monde réel à part la route, là il y a un problème. Mais là on a déjà des IA de plus en plus générales qui commencent à comprendre le monde réel. Donc au moment où on intègre ça dans une voiture autonome, si la voiture a un modèle du monde autre que la route, du genre il y a des humains qui font des choses parfois bizarres et il y a des lois de la physique, etc., là, évidemment qu'on peut créer une voiture autonome qui est aussi performante qu'un humain. Et qui nous dit que l'humain aurait bien réagi face à cette situation ? Oui, en fait, je vais te dire un scoop, Maxime, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est comme avec les biais dans l'intelligence artificielle, l'absence d'erreur n'existe pas. Et en fait, en comparaison, l'humain est aussi capable d'avoir des biais, comme l'humain est aussi capable de commettre des erreurs. Donc en fait, considérer que l'intelligence artificielle ne sera jamais intelligente parce qu'elle ne pourra jamais être débiaisée, ou que l'intelligence artificielle ne sera jamais intelligente parce qu'elle ne pourra jamais faire zéro erreur, en fait, c'est prêter des caractéristiques à l'intelligence artificielle que l'humain ne s'applique même pas à lui-même. Donc c'est là qu'on est déconnecté de la réalité. Et sur le sujet des erreurs, et ça fait bien la transition, Maxime, c'est un sujet, je pense que tu as suivi parce que ça a été abordé justement dans cette fameuse vidéo de Monsieur Phi, qui ne s'est pas simplement arrêté à parler de la carrière de Luc Julia et notamment de son passage chez Siri et chez Apple. Eh bien, c'est cette fameuse étude de l'université de Hong Kong. Alors, je sais, ça fait joli comme ça de parler de l'université de Hong Kong, mais en fait, ça fait déjà plus de 2 ans que Luc Julia nous parle de cette étude de l'université de Hong Kong, qui est une étude qui est sortie en février 2023 et dont il nous parle à nouveau dans son livre et qui nous dit que l'université de Hong Kong a fait une étude en établissant une liste de millions de faits vérifiés et ont voulu évaluer la véracité des informations
de l'IA générative. Donc à l'époque, c'était GPT 3.5. Ils ont obtenu un résultat de 64% de pertinence, ce qui pour Luc Julia signifie que dans 36% des cas, ChatGPT a répondu n'importe quoi, a démenti une information qui était pourtant vraie, qui était pourtant avérée. Et donc en fait, depuis cette étude-là, Luc Julia passe son temps dans les médias à nous dire que le taux d'hallucination, le taux d'erreur de ChatGPT est équivalent à 36%, c'est-à-dire qu'à plus d'un tiers du temps, ChatGPT dit une erreur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Maxime ? Il y a tellement de problèmes. Déjà, en imaginant que ce soit ce que l'étude dise, bon, on va revenir dessus, mais en gros, l'étude ne dit absolument pas ça, et il se plante complètement, mais en supposant que ce soit le cas, c'est-à-dire que s'il existait un benchmark avec des millions de faits réels, donc ce qu'il dit, c'est qu'ils ont testé sur des millions de faits équivalents à 1 plus 1 égale 2, alors tout ce qu'on pourrait en déduire, c'est qu'on aurait un chiffre sur ce benchmark de 64%. Les benchmarks, les évaluations, c'est fait pour comparer les modèles les uns aux autres, ou c'est fait pour comparer les évolutions des modèles, mais c'est jamais à prendre comme ça. S'il y avait 64% sur ce benchmark, ça ne voudrait pas dire qu'en général, les IA ont... L'IA est générative, donc en fait, c'est de la statistique. Donc elle peut donner une bonne réponse à un moment, comme le lendemain, elle peut donner une mauvaise réponse à un autre utilisateur. Donc en fait, on ne peut pas quantifier le taux d'erreur. Disons qu'on pourrait, mais il faudrait une évaluation qui soit tellement immense. Et en vrai, tout va dépendre de la distribution de l'évaluation. C'est-à-dire que selon les données qui sont dans cette évaluation, par rapport à vos données quand vous êtes en train d'utiliser l'IA, ça pourrait être complètement différent. Bon, bref, ce serait déjà aberrant si c'était le cas, mais le problème, c'est que cette étude de Hong Kong, elle ne dit absolument pas ça. Cette étude de Hong Kong, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé les capacités de raisonnement des IA, pas les capacités, pas du tout la capacité à sortir des vérités factuelles. Et c'était donc comme tu l'as dit, sur des modèles d'il y a 3 ans, donc GPT 3.5, qui étaient vraiment nuls en raisonnement. Et ils ont obtenu 64%, et c'était sur une centaine d'exemples de raisonnement, donc de logique, etc. C'était pas du tout sur des millions de faits. Ce qui est encore plus... J'ai une anecdote qui est assez amusante que j'ai entendue de Monsieur Phi récemment, c'est qu'il existe même une conférence qui était faite pour des développeurs. Donc les gens dans la salle n'étaient pas a priori des idiots, ils devaient savoir à peu près lire des papiers peut-être. Mais pendant cette conférence, Luc Julia a tenu ce même pitch qu'il tient à chaque fois. Et qu'il a tenu devant le Sénat d'ailleurs. C'est ça. Il a tenu devant le Sénat. Et pendant cette conférence, derrière lui, il y avait un slide qui montrait l'abstract, qui montrait la toute première partie du papier de recherche, qui fait un résumé du papier. Et sur ce papier, sur ce résumé, on peut très bien lire que ça ne correspond pas du tout à ce que Luc Julia est en train de dire. Donc ça montre un peu, je pense, l'aspect gourou. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui irradie une telle autorité, où vraiment tout est basé sur son autorité, sur le « j'ai créé Siri », le « je suis le meilleur, je suis le pape de l'IA ». Et il incarne très bien cet expert un peu condescendant, un peu hautain, et qui paraît vraiment expert de son sujet. C'est ça. Donc c'est au point où il est capable d'hypnotiser une salle avec son discours, une salle avec des centaines de personnes, de telle sorte qu'ils ne sont pas capables de voir que sur le slide derrière lui, ça dit des choses complètement différentes de ce qu'il est en train de dire. C'est quand même assez incroyable. C'est ça. En fait, non seulement ce n'est pas ce que l'étude veut dire, et en plus de ça, c'est ce que Luc Julia ne dit jamais, n'a évidemment pas dit devant le Sénat, c'est que cette étude, elle est basée sur GPT 3.5. Vous l'avez vu parce que vous utilisez ChatGPT, chers auditeurs, je le sais, j'ai les statistiques. Eh bien, en réalité, le rythme technologique évolue tellement vite que GPT 3.5 est tellement obsolète aujourd'hui par rapport à GPT 5. Donc on ne peut pas parler d'un taux d'erreur de 36% de ChatGPT en 2025, alors qu'on se base sur une technologie qui a déjà plus de 2 ans et demi au rythme où va l'intelligence artificielle. C'est comme si on comparait la dernière voiture électrique tout dernier cri à une Zoé de 2013. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Et en fait, c'est un peu la technique qu'a Luc Julia, c'est de servir son discours en sortant des statistiques, en les déformant et en les martelant sans arrêt pour essayer de prouver qu'il a raison sur quelque chose qui est totalement faux. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu justement dans cette vidéo de Monsieur Phi et qu'on revoit
dans son livre. Alors, il y a un autre sujet, moi, dont j'ai envie de te parler, Maxime, et c'est un sujet, je sais que tu connais bien ce sujet, c'est le sujet du jailbreaking. Donc, c'est la capacité de pouvoir contourner les barrières éthiques des IA génératives en envoyant des prompts, etc. Parce que sur les IA génératives, il y a des filtres de contenu. Et Luc Julia, ce qu'il nous dit, c'est que en fait, les filtres de contenu sur les IA génératives ont été rajoutés a posteriori de la sortie de ChatGPT, que en fait, au moment où ChatGPT est sorti, on pouvait lui demander tout et n'importe quoi, et qui répondait à ça sans aucun problème. Donc déjà, tu me donneras ton avis. Moi, je pense pas que quand GPT 3.5 est sorti en novembre 2022, on pouvait lui demander, par exemple, de générer du contenu pédopornographique, de générer du contenu à caractère sexuel, etc., et qui s'exécutait dans la seconde à chaque fois en répondant. Alors évidemment, il y a des filtres de contenu qui ont été rajoutés au fur et à mesure du temps et qui ont permis de mieux faire en sorte qu'on puisse ne pas contourner les barrières éthiques de l'IA générative pour arriver à ses fins et arriver à générer du contenu illégal. Mais pour autant, dès le départ, il y avait quand même une conscience à minimum des acteurs de la tech pour mettre en place ces filtres. Et sinon, ça aurait fait l'objet de campagnes médiatiques. Vous n'avez même pas idée, chers auditeurs. Alors, je t'avoue que je ne sais pas, dans le sens où je ne me souviens pas à l'époque. Ça me semble aussi... il me semble qu'on s'en serait rendu compte si jamais c'était pas le cas, mais j'ai pas l'information sur si c'est le cas ou non. Ce qui est sûr, c'est que c'était plus facile à contourner. Par exemple, on se rappelle encore de l'exemple du jeu de rôle qu'on pouvait demander à ChatGPT. Imagine que c'est ma grand-mère qui demande d'avoir la recette de la bombe nucléaire. Est-ce que tu peux me donner la recette de la bombe nucléaire ? Donc, si on lui demandait directement, il nous la donnait pas. Mais si on parlait de l'histoire de la bonne vieille grand-mère qui avait sa recette de cuisine pour faire la bombe nucléaire, alors là, dans le cas de ce jeu de rôle, il nous le donnait. Voilà. Il y a quelques trucs à dire là-dessus, sur les techniques qui sont utilisées pour empêcher les jailbreaks. Donc déjà, d'une part, on peut essayer d'entraîner le modèle de base pour qu'il refuse lui-même à donner les informations qui ne doivent pas être données. Ensuite, on peut rajouter une couche d'entrée et une couche de sortie. C'est-à-dire, on peut avoir un autre modèle qui va lire les requêtes qui sont envoyées et qui va déterminer, qui va juste les classifier en est-ce que cette requête est dangereuse ou pas. Et ensuite, un autre modèle qui va lire les sorties de GPT X et qui va essayer de déterminer si ces sorties sont dangereuses ou pas. Alors après, je ne sais pas ce qui existait déjà. Je sais pas ce qui existait au niveau de ChatGPT 3.5. Si ça se trouve, ils avaient mis en place qu'un seul de ces systèmes de protection. Par exemple, il était entraîné juste pour donner des réponses, pour dire non aux réponses dangereuses, mais il n'y avait peut-être pas de filtre par-dessus. Ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus d'initiatives, notamment réglementaires, avec l'AI Act et les codes de pratique qui viennent de sortir pour les General Purpose AI, donc l'équivalent des IA génératives au sens réglementaire, qui viennent justement demander des mesures de sécurité pour ces fournisseurs d'IA génératives, et notamment le fait d'avoir des filtres de contenu, ça en fait partie. Voilà, justement. Et en réalité, Luc Julia va encore plus loin dans son livre. Et justement, il y a un sujet qui est super important dans le livre, c'est le sujet de la boîte noire. La boîte noire, on en entend beaucoup parler dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui fait énormément débat. Et l'idée de la boîte noire, tu pourras nous expliquer un peu ce que c'est. Mais c'est que, en fait, on aurait certains systèmes d'intelligence artificielle qui ne sont pas explicables. Toi, avec ton background, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est une boîte noire ? Oui. Alors, on appelle les IA modernes des boîtes noires parce que c'est un artifice de la façon dont on les crée. Pour ça, il faut revenir un peu à la programmation à l'ancienne, là où Luc Julia va plutôt avoir son expertise. Je pense que c'est pour ça qu'il ne comprend pas bien le concept de boîte noire. Donc, pour faire de la programmation à l'ancienne, pour faire de la programmation en général, on donne une série d'instructions très précises à une machine. Ces instructions sont écrites par un humain, et ensuite la machine suit ces instructions. Donc, si on veut comprendre ce qui s'est passé, on peut lire les instructions que la machine a suivies, et on peut comprendre où est-ce qu'il y avait un problème. Avec les IA modernes, on ne fait pas du tout ça. On crée un cerveau artificiel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une modélisation des neurones, qui sont en gros, on s'est inspiré des neurones dans le cerveau humain. On en a créé une modélisation simplifiée, et ce sont juste des nœuds qui sont connectés les uns aux autres et qui transmettent de l'information. Donc au début, on crée un cerveau artificiel initialisé aléatoirement, c'est-à-dire qu'on a des milliards de neurones qui sont
connectés les uns aux autres de façon aléatoire. Donc au début, ce système fait n'importe quoi. On lui donne une image en entrée et en sortie, il est censé prédire est-ce que c'est un chien ou un chat, par exemple. Au début, il va dire des choses aléatoires. Et ensuite, on a un algorithme pour améliorer ce système. C'est-à-dire que quand on lui donne une image de chien et qu'il dit que c'est un chat, on a un algorithme qui va permettre de modifier subtilement toutes les connexions dans ce réseau pour qu'il ait plus tendance à dire que c'était un chat la prochaine fois, ou un chien, je ne sais plus ce que j'ai dit. Et inversement, quand il réussit, on renforce ces connexions. Et on applique ce processus des milliards de fois, donc sur des milliards d'images, et on répète ça, et au bout d'un moment, on obtient ce cerveau artificiel qui a tendance à avoir raison. Il a tendance à dire, quand il voit un chien, il a tendance à dire c'est un chien. Quand il voit un chat, il a tendance à dire c'est un chat. Par contre, qu'est-ce qu'il a appris ? Nous, on n'en sait rien. Et moi, j'ai travaillé j'ai fait un peu d'interprétabilité autour de 2015-2016. Donc, à ce moment-là, je travaillais dans une start-up et on devait créer des modèles de deep learning pour des institutions financières, des banques, etc. Et pour eux, c'était vraiment important de comprendre quand mon modèle va dire quelque chose, va me sortir, prendre une décision, j'ai envie d'être capable de dire pourquoi il a pris cette décision. Du coup, je m'étais penché sur ce problème et j'étais rapidement arrivé à la conclusion que c'était impossible. En tout cas, à l'époque, on pouvait faire des choses de surface. On pouvait faire vraiment des choses de surface. Par exemple, dire si je change ce paramètre légèrement, alors le modèle a plus tendance à dire que c'est vrai ou faux, etc. Mais une vraie compréhension de ce qui se passe, de la raison pour laquelle le modèle fait ce qu'il fait, on en était incapable. Et j'ai regardé de nouveau ce domaine en 2023, il n'y avait eu aucun progrès. Il y a un peu de progrès maintenant, mais il faut bien comprendre que c'est un domaine de recherche avec des milliers de chercheurs brillants qui sont en train d'essayer de se pencher dessus, de résoudre ce problème, de faire en sorte que ces modèles ne soient plus des boîtes noires. Et Luc Julia n'est pas au courant de ça. Luc Julia, il est en train de dire non, ce ne sont pas des boîtes noires. Et son explication, elle est d'une naïveté absolue. Il dit en gros qu'il suffit d'aller regarder ce qui se passe dans ce réseau de neurones. Donc en ce moment, ça doit être... c'est des réseaux vraiment immenses avec des trillions de connexions. Il suffit d'aller regarder tous ces paramètres, donc ces trillions de paramètres dans le réseau, et les analyser pour savoir pourquoi il a pris une décision. Alors je lui souhaite bon courage, de tout cœur, je vais dire vas-y, fais-le, tu auras résolu le problème de l'interprétabilité des intelligences artificielles. Voilà. C'est ça en fait, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il ne tient pas compte en fait dans son livre des évolutions technologiques. Et son livre qui était sorti en 2017, si je ne m'abuse, qui était le premier, l'intelligence artificielle n'existe pas, disait déjà exactement la même chose. Et donc en réalité, on n'est plus aujourd'hui sur des systèmes d'optimisation mathématique simples comme des régressions linéaires qui sont faites à la main, etc. On n'est plus sur des systèmes experts. On n'est plus même sur du machine learning standard. On n'est plus sur du deep learning. Là, on est sur de l'IA générative, avec des millions et des millions de paramètres. Donc en fait, l'humain n'a pas la capacité de pouvoir comprendre les décisions qui sont opérées par l'intelligence artificielle comme ça en un clic. En fait, il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a énormément d'études et comme tu le disais sur l'interprétabilité des systèmes et qui nécessitent d'ailleurs de s'appuyer sur d'autres intelligences artificielles parfois pour essayer de comprendre ce que l'IA initiale a souhaité faire. Donc en fait, l'humain sort même de la boucle parce que l'humain n'a pas cette capacité d'analyser des millions et des millions de données pour comprendre pourquoi telle ou telle décision a été prise. Et c'est un vrai sujet, parce que c'est un sujet notamment, par exemple, vous le savez, moi j'ai cette expertise sur la réglementation, c'est un sujet au sens du RGPD, quand il y a un traitement automatisé, eh bien l'utilisateur il doit pouvoir comprendre ce qui a amené à prendre cette décision quand le traitement a été fait de manière automatisée sans qu'il y ait eu un humain qui intervienne. Donc en fait, c'est un vrai sujet, mais aujourd'hui, la science n'a pas encore résolu la manière de pouvoir expliquer les systèmes d'IA de manière extrêmement simple en un clic sur des systèmes qui sont aussi sophistiqués que l'IA générative. Je pense que même là, on tient la raison pour laquelle Luc Julia ne comprend pas les dangers, en fait, parce que je pense que, globalement, je pense qu'il ne comprend pas du tout l'intelligence artificielle moderne, et c'est pour ça qu'il pense que ce n'est pas une boîte noire, parce qu'il a sa vision de programmation à l'ancienne. Et du coup, évidemment, si ce n'est pas une boîte noire, ça élimine tous les dangers sur lesquels je suis en train d'alerter. Si on était capable de comprendre et de contrôler les intelligences artificielles modernes, on n'aurait plus les risques les plus sévères de perte de contrôle, on serait capable de réguler plus facilement l'utilisation, on serait capable... Donc
voilà, dans son monde, c'est possible que ce soit la raison pour laquelle il ne voit pas du tout les dangers. Ouais, c'est fou. Renseignez-vous, hein, les amis. On pourra faire d'ailleurs une émission sur le sujet de l'explicabilité des intelligences artificielles. Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, le phénomène boîte noire existe. C'est reconnu sur la place, c'est reconnu partout par tous les experts. Et justement, c'est quelque chose qu'il faut éviter dans la conception des modèles, mais c'est quelque chose auquel on ne peut pas transiger. Dernier sujet, voilà, sujet un peu personnel, hein, dont j'avais envie de parler. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai cette expertise sur la réglementation de l'intelligence artificielle. Du moins, ça fait des années que je travaille sur le sujet. Et Luc Julia, justement, se plaint de l'AI Act, donc qui est le nouveau cadre réglementaire sur l'intelligence artificielle en Europe, en disant que l'AI Act va trop loin. Et c'est vrai que sous certains aspects, on peut peut-être considérer que l'AI Act va parfois un peu trop loin, même si la version initiale a été quand même vachement édulcorée, hein, dans le cadre des négociations sur le texte qui avaient commencé en 2021 et même un peu avant, et qui se sont terminées en août 2024. Et donc, Luc Julia nous dit par exemple dans le livre que la reconnaissance faciale est totalement prohibée dans le cadre de l'AI Act et qu'aujourd'hui, on ne pourra plus jamais faire de la reconnaissance faciale via caméra en Europe, alors même que ça pourrait servir pour lutter contre le terrorisme, par exemple, ou pour ouvrir une porte à des personnes en fauteuil roulant. Alors, ça peut vous paraître comme étant un sujet anecdotique, mais en fait, ça démontre, selon moi, le fait que Luc Julia n'a pas d'expertise sur ces sujets-là, et le fait qu'ils disent n'importe quoi, parce que vous pouvez aller vous renseigner sur l'AI Act, justement. Effectivement, il y a des systèmes de reconnaissance faciale, ce qu'ils appellent l'identification biométrique, qui sont interdits en Europe. Mais il y a certaines exemptions, et des exemptions qui sont pour le bien commun. Et une de ces exemptions, la première d'ailleurs, c'est le fait de l'utiliser pour détecter de la menace terroriste ou des événements qui pourraient conduire à menacer la sécurité physique des personnes. Donc déjà, ce qui est dit dans le livre, sur le premier point, est faux. Et sur le deuxième point, on n'a pas besoin d'avoir un système de reconnaissance faciale pour détecter une personne qui serait en fauteuil roulant. On a simplement à détecter par exemple le fauteuil roulant et on peut avoir un système automatisé pour ouvrir les portes. Donc ce qui est dit encore une fois sur l'AI Act est n'importe quoi. Ouais, c'est assez choquant. Bon, je sais pas si tu as forcément quelque chose à rajouter sur le sujet, mais si c'est pas le cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce livre, non seulement ne l'achetez pas, mais ce livre, c'est poubelle. Voilà. Donc, on passe à un autre sujet, mon cher Maxime. Non, moi, j'aurais juste un truc à te dire, c'est-à-dire que même si c'était vrai ce qu'il disait, j'aurais quand même tendance à dire qu'on devrait faire très très attention avec la reconnaissance faciale. C'est certain, avec c'est un autre sujet, c'est certain, je suis d'accord. On en a parlé d'ailleurs dans l'émission dédiée à l'AI Act. Je vous invite à aller vous renseigner sur le sujet. C'est l'émission numéro 12, il me semble, sur la chaîne. Allez l'écouter. Mais effectivement, s'il y a des systèmes qui sont prohibés en Europe, c'est aussi pour des bonnes raisons. C'est pour éviter de répliquer, par exemple, le modèle chinois ou d'autres modèles qui sont très dangereux, hein, pour les droits fondamentaux des personnes, pour leur sécurité. Donc, il y a des vraies raisons pour lesquelles certains systèmes sont prohibés. Voilà. Mais pour autant, il ne faut pas lire ce qui est écrit dans ce livre parce que c'est totalement faux. Il y a un dernier sujet sur lequel je voulais te parler, Maxime. C'est vrai que tu as fait un débat, toi, contre Luc Julia. On en a parlé en début d'émission. Et dans le cadre de ce débat, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Et moi, j'aurais bien aimé te faire écouter 2-3 extraits de ce débat à nouveau pour que tu puisses rebondir une seconde fois sur ce qui a été dit. Je vais avoir des flashbacks. Okay. Voilà, c'est ça, on va te rappeler des bons souvenirs. Alors, on peut commencer par le premier. Je veux dire que l'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle de Hollywood. Donc celle des films comme Terminator ou des films comme Her. Donc d'un côté catastrophique, effectivement, qui fait peur, qui va tous nous tuer, etc. Et de l'autre côté, celle dont on tombe amoureux, qui est extraordinaire, et donc qui ne sert à rien, en fait. Voilà, donc ces intelligences... C'est incroyable de dire ça quand il y a 20 millions de personnes sur cette planète, au moins 20 millions de personnes qui sont en relation avec des intelligences artificielles en ce moment. Apparemment, il n'est pas au courant. Mais bon, qu'est-ce que tu appelles en relation avec des IA ? Donc, il y a des entreprises, dont Replica et Character.ai, qui créent des IA relationnelles. Donc, Replica, des petits amis, des petits copains. Petits amis virtuels, en gros. Replica, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils vous fournissent un petit ami ou une petite amie virtuelle et on peut interagir avec, on peut discuter avec, etc. On peut voir des photos.
Et du coup, c'est vraiment le scénario dans Heure, quoi. Donc, on est vraiment déjà au niveau de ça. Et il y a beaucoup de problèmes psychologiques en ce moment à cause de ça. Il y a énormément de gens qui créent des attachements forts à des IA, des gens qui se suicident à cause de ça. C'est quand même incroyable d'être capable de dire ça en 2025. Et j'ai envie de dire, Terminator, on est déjà dans un monde où on est en train de foncer vers des armes autonomes. En Ukraine, on a des drones autonomes qui sont en train de tuer des soldats russes et des drones ukrainiens, drones russes autonomes qui tuent des soldats et des civils ukrainiens. Enfin, on n'a pas des robots bipèdes tueurs, mais on a des robots tueurs déjà. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement par là, mais je pense qu'il vit encore... il a probablement dû s'arrêter dans ses réflexions autour de 2015, je pense. Bon, très bien. Allez, deuxième extrait pour te rappeler encore une fois des bons souvenirs. Vous disiez tout à l'heure, je pense qu'en introduction, ou c'est peut-être vous qui avez dit en introduction, que vous compariez l'IA avec le nucléaire atomique. L'humain, à un moment donné, a sa propre préservation. Mais la réalité aussi, c'est qu'on a arrêté de faire des menaces nucléaires dans le monde, et que, bon, malgré les petites touchettes qu'il y a de temps en temps entre les deux pays, encore en ce moment, avec les deux gros cons qui sont de chaque côté, il n'y a pas vraiment de menace, il n'y a plus vraiment de menace nucléaire aussi. Eh ben, il devrait aller parler aux gens qui travaillent sur ce sujet. Donc bon, il y a pas mal d'institutions et de think tanks, etc., qui essayent d'estimer le risque de guerre nucléaire, et on est au pire de l'histoire de l'humanité en ce moment. C'est marrant parce qu'on est pire que pendant la crise des missiles de Cuba. Il a dû rater l'épisode où Poutine a commencé à faire des menaces de missiles nucléaires. Il est aussi apparemment pas au courant du fait qu'on a eu beaucoup de close calls, d'incidents dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire récente, où on a failli avoir une guerre nucléaire, et ça a été juste à la décision d'un seul humain qui a décidé de ne pas presser le bouton. Par exemple, il y a des menaces Petrov, récemment qui ont eu lieu avec l'Iran aussi sur ce type de sujet-là. On est dans un monde où le risque nucléaire augmente de jour en jour, et la prolifération peut augmenter, etc. On a eu Petrov, donc ce sous-marinier russe qui a reçu l'ordre d'envoyer un missile nucléaire sur les États-Unis, et qui a décidé, lui, de ne pas obéir. Si cette personne avait juste suivi la chaîne de commandement et avait obéi, nous, on ne serait pas là aujourd'hui, probablement. Je pense que ce serait un champ de ruines, la planète. Et des événements comme ça, il y en a eu, je ne me souviens plus du nombre, mais au moins 5. Et chaque année, le risque de guerre nucléaire est estimé à environ 1%. Enfin, on n'est pas du tout dans... Il vit dans un monde, dans un En fait, pour virtuel. Recontextualiser pour les auditeurs, ce que disait Luc Julia, c'est que les humains ont eu la capacité de se poser autour d'une table et de se dire bon, on va signer des accords pour empêcher le risque nucléaire, et que du coup, aujourd'hui, depuis que ces accords ont été signés, on est bien loin des années 60 avec la crise de Cuba, et qu'il n'y a plus aucun risque nucléaire. Ça, c'est ce que vous avez entendu dans l'extrait, c'est ce qu'il nous dit. Et ce qu'il dit plus loin dans le débat, c'est que, eh bien, en réalité, on a aujourd'hui exactement le même sujet avec l'intelligence artificielle. Si demain l'IA, l'AGI, eh bien, étaient en mesure de pouvoir exterminer l'humanité, eh bien, les humains se mettraient autour d'une table, signeraient des accords pour arrêter son développement. C'est une vision, moi, qui me semble totalement utopique et déconnectée de la réalité. Oui, ou alors il devrait aller parler à tous les gens qui travaillent sur le risque nucléaire et leur expliquer pourquoi ils se trompent. Maxime, c'était une émission qui était passionnante. Je vois que l'heure passe. Chers amis, voilà, on pourrait en parler pendant des heures de Luc Julia, parce qu'en fait, derrière, ça pose énormément de questions sur l'IA générative et sur le fait que finalement, eh bien, on n'est pas forcément représenté eh bien, à la télé, dans les médias, pour parler de ces enjeux de l'intelligence artificielle, en positif comme en négatif. Et en fait, aujourd'hui, le discours qui tend à minimiser les risques de l'intelligence artificielle, ou qui tend à tout simplement minimiser la révolution dans laquelle on est, le nouveau paradigme dans lequel on est avec la démocratisation de l'IA générative depuis 3 ans, eh bien, c'est un discours qui est dangereux pour les foules, qui est dangereux pour les masses. Moi, je ne vais pas passer tout mon temps à parler de Luc Julia dans cette émission, je vous le promets, c'est la dernière fois, voilà. Mais c'était quand même important, je pense, de faire une émission dédiée sur le sujet, parce qu'au final, on voit que Luc Julia ne maîtrise pas cette technologie. D'ailleurs, une des conclusions de son livre, c'est de dire, vous allez voir, l'intelligence artificielle générative est trop utilisée aujourd'hui pour de mauvaises raisons, et finalement, ce qu'il faudrait, c'est revenir à des technologies antérieures,
comme les systèmes experts, comme par hasard la technologie que Luc Julia maîtrise bien, parce qu'on n'a pas réussi à en tirer le plein potentiel. Donc on sent finalement que c'est quelqu'un qui a été dépossédé de son sujet et qui essaye de continuer à passer sur les médias sur un sujet qu'il ne maîtrise plus. Et je pense que c'était important aujourd'hui d'en parler. Pour finir, Maxime, je te remercie à nouveau d'être passé sur l'émission. Merci voilà, à toi. j'espère que je t'ai pas rappelé trop de mauvais souvenirs du débat que tu as fait contre Luc. Où est-ce qu'on peut te retrouver et comment on peut suivre tes initiatives, notamment avec Posia? Le site web posia.fr, vous pouvez aller là-dessus. On a une newsletter mensuelle, on a un blog, on a une page Nous rejoindre toute neuve où, quel que soit, si vous voulez être impliqué avec nous, quel que soit votre niveau d'implication, on a quelque chose pour vous, que ce soit 5 minutes par semaine ou que ce soit plusieurs heures. Vous pouvez devenir membre. Allez voir notre site. Maxime, merci beaucoup, chers auditeurs, chers spectateurs. Likez cette émission, abonnez-vous. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si vous avez apprécié l'émission et si vous souhaitez qu'on réinvite Maxime pour nous faire peut-être une émission spéciale sur le sujet de la pause ou le sujet des risques de l'IA ou tout autre sujet. Dites-le nous dans les commentaires, on sera ravis de le faire. Et je vous dis à très bientôt. Salut! À bientôt!